Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter du cas d'une affaire qui est toujours irrésolue à ce jour. Puisque c'est une affaire irrésolue, elle sera un petit peu plus courte que d'habitude, mais j'espère que cette dernière attirera tout de même votre attention. Avant de commencer cette vidéo, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, vous abonner juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette affaire. Molly Ann Bish est une Américaine née le 2 août 1983 à Détroit, dans le Michigan. Molly est la plus jeune des trois enfants du couple, John et Maggie Bish. Alors que la famille vivait à Détroit et que Molly n'avait qu'un an, une jeune femme de 18 ans qui vivait dans le quartier a été enlevée, violée et assassinée. Un crime horrible, proche de chez eux. Ajoutez à ça la violence croissante dans la ville en règle générale, les parents Bish ont pris la décision de déménager dans une zone rurale afin qu'ils puissent se sentir un petit peu plus en sécurité et surtout s'assurer que leur enfant puisse grandir dans un environnement sûr. C'est dans la ville natale de John, à Warren dans le Massachusetts, que la famille a décidé de s'installer. La ville de Warren est une toute petite communauté avec une population de 4800 habitants, un endroit sympa, paisible, où il fait bon vivre, où l'on se sent en sécurité. C'était l'un des rares endroits restants en Amérique à l'époque où les portes étaient toujours déverrouillées et où les parents n'avaient absolument pas peur de laisser leur enfant courir librement. Les années se sont donc écoulées sans même l'ombre d'un problème et c'est en l'an 2000, 15 ans après ce fameux déménagement, que les deux enfants les plus âgés du couple, Heather et John Jr., ont quitté le domicile familial pour commencer l'université. Molly, la plus jeune fille du couple, était maintenant âgée de 16 ans, venait de terminer sa première année de lycée et de décrocher son premier emploi en tant que sauveteuse à la plage de Commons Pond à Warren pour toute la période estivale. L'adolescente rêvait de plus tard travailler avec des enfants et avec ce métier, elle pouvait déjà en côtoyer. En effet, la jeune fille souhaitait poursuivre une longue carrière dans l'éducation, après avoir fini son lycée, bien entendu, mais pour le moment, c'est en qualité de sauveteuse qu'elle allait travailler durant l'été. L'étang de Commons, où elle était employée, est une toute petite zone de loisirs située dans la zone centrale de Warren. Pendant les mois d'été, les cours de natation y sont offerts aux enfants, et c'est un endroit assez populaire pour tous les résidents de la ville et des alentours qui souhaitent se rafraîchir lors de fortes chaleurs. Molly était extrêmement fière d'être sauveteuse et avait travaillé dur pour obtenir ce poste, étudiant de longues heures pour obtenir sa certification. Cependant, malgré que ses parents étaient également très fiers d'elle, ils sont heureux de voir qu'elle réussit tout ce qu'elle entreprend, mais ils n'en étaient pas moins inquiets. Leur inquiétude était fondée sur le fait que, bien que l'étang était un très bel endroit, ça on ne peut pas le nier, il n'en demeure pas moins un endroit potentiellement dangereux du fait qu'il était entouré de bois, le rendant alors isolé. Malgré ces inquiétudes, il faut bien que jeunesse se fasse, alors Molly a commencé son travail le 19 juin 2000. L'adolescente commençait son quart de travail vers 10h du matin environ et pendant une vingtaine de minutes, Molly devait se préparer pour la journée toute seule. Un peu plus d'une semaine après le début de son poste, le matin du 27 juin 2000, Maggie a conduit sa fille à l'étang pour commencer son quart de travail. Les deux femmes sont arrivées à l'étang vers 9h58, donc juste à temps pour que Molly se mette en place pour la journée. Après s'être dit au revoir, l'adolescente est descendue dans le hangar voisin pour récupérer tout son équipement de travail et tout simplement s'habiller, se préparer et se mettre sur son poste. Vers 10h20, les premiers visiteurs de l'étang sont arrivés, dont une femme avec ses deux enfants. La jeune femme a rapidement remarqué que la trousse de premiers soins de Molly était ouverte, que son sac à dos était posé sur un banc à proximité, que sa chaise était ouverte avec une serviette drapée sur le dos et que ses sandales se trouvaient juste devant. Sa radio bidirectionnelle
sa bouteille d'eau, son sifflet et son déjeuner étaient à côté de la chaise, mais il manquait la jeune fille, Molly. Environ 1 heure plus tard, c'est le patron de cette dernière qui est arrivé sur la plage et qui a appris que l'adolescente n'était pas présente à son poste. L'homme savait très bien que Molly était une jeune fille responsable, fiable, sur qui il pouvait compter et qui ne serait jamais partie sans prévenir ses supérieurs. Alors après un rapide coup d'œil aux alentours, tout de même pour ne pas affoler les autorités pour rien, l'homme s'est empressé d'appeler le 911 à 11h44. Les agents, une fois sur place, ont rapidement découvert que l'adolescente ne s'était pas enregistrée auprès des agents via sa radio alors qu'elle doit le faire au début de chaque quart de travail. À 13h, la police a appelé Maggie, sa mère, pour la prévenir que sa fille était dorénavant introuvable et espérait que cette dernière savait où se trouvait sa fille. Ils ont expliqué que les affaires de Molly étaient bien présentes sur place, mais que sa fille était aux abonnés absents. Un scénario invraisemblable et plus qu'inquiétant étant donné que c'est Maggie elle-même qui l'a amenée sur son lieu de travail. Sans tarder, le couple Bish s'est précipité à l'étang pour chercher leur fille. Au début, la police n'a pas du tout sécurisé l'endroit parce qu'ils soupçonnaient aux premiers abords que ce n'était pas du tout un meurtre ou un jeu déloyal, mais simplement que Molly avait abandonné son poste pour passer du temps soit avec des amis ou alors un petit ami. Mais ses proches savaient qu'elle n'aurait jamais fait ça, d'autant plus qu'elle avait laissé ses sandales derrière elle ainsi que tous ses effets personnels. Si déjà elle voulait partir pour retrouver ses amis, elle aurait fait en sorte de prendre ses affaires et au moins de quoi marcher. Lorsque la police a contacté ses amis, il est devenu plus qu'évident qu'elle n'était pas avec eux et ils ont dû trouver une autre piste, bien plus sombre. Les enquêteurs ont commencé à craindre que Molly ne se soit noyée dans l'étang, mais là encore, c'est une piste que personne ne croyait parce que l'adolescente était une excellente nageuse, raison pour laquelle elle était sauveteuse. C'est donc après de longues heures, en fin d'après-midi, que la police de l'État du Massachusetts a repris l'enquête en main et a directement mis en place une recherche massive tout autour de l'étang ainsi que des zones environnantes. Des plongeurs cherchaient le corps de Molly dans l'étang tandis que des chiens de recherche fouillaient les bois voisins. La fouille de l'étang, comme on s'en doutait, n'a absolument rien donné, et forcé de constater que la jeune fille ne s'était pas noyée, les policiers ont commencé à interroger les résidents voisins. Cependant, sur place, il ne semblait y avoir aucune preuve d'une lutte, et les affaires de Molly ont toutes été laissées intactes à leur place. Alors au début, il était peu probable pour les policiers qu'elle ait été kidnappée. La police a alors commencé à exploiter la piste selon laquelle Molly se serait enfuie volontairement. Toutefois, là encore, ça coince avec le profil de l'adolescente. Elle ne s'était jamais enfuie auparavant, elle n'avait aucun problème que ce soit sur l'ordre personnel, familial ou encore scolaire, et en plus de ça, elle avait laissé sur place son sac à main, son permis ainsi que des chèques qui étaient non encaissés, alors que si elle voulait vraiment prendre la fuite, elle aurait pris toutes ses affaires avec elle. Une recherche approfondie a donc été immédiatement lancée en se rendant à l'évidence que la fugue était une piste peu probable. La recherche de Molly Bish est depuis devenue la recherche la plus importante ainsi que la plus coûteuse de personnes disparues jamais entreprises dans le Massachusetts. Plus de 200 policiers, cadets et chercheurs civils formés ont couvert environ 12 km² de forêt, de champs, de marécages ainsi que de montagnes, principalement situés autour de l'étang. Des hélicoptères, des chiens, du matériel de sonar et même des chevaux ont été amenés pour aider à la recherche. Les chiens de police ont toutefois réussi à tracer ce qu'ils croyaient être l'odeur de Molly à l'est et à l'ouest de l'étang. Cependant, elle est restée complètement introuvable. Le père de la jeune fille, John, avait un très mauvais pressentiment que quelque chose de terrible était arrivé à sa fille et ses parents, complètement dévastés, vivait un terrible cauchemar. C'est à cette époque que Maggie s'est soudainement souvenue d'un étrange incident qui s'était produit la veille de la disparition de sa fille, un incident qui a rendu la disparition de Molly d'autant plus sinistre. Le matin du 26 juin, Maggie a accompagné Molly à l'étang pour sa journée de travail. Lorsqu'elles se sont arrêtées dans le parking, les deux femmes avaient remarqué un véhicule blanc garé juste à côté d'elles. Maggie a parlé de la façon dont un homme à la moustache s'était assis à fumer une cigarette seul dans sa voiture. Habituellement, Molly et sa mère étaient les seules personnes autour de l'étang si tôt le matin. Alors Maggie était
un peu inquiète, alarmée que cet homme d'âge moyen restait là où sa fille travaillerait sans être accompagnée. Maggie était forcément réticente à laisser sa fille seule en présence de l'homme, alors elle est sortie de sa voiture pour escorter sa fille jusqu'à son poste. Quand elle est retournée à sa voiture quelques minutes plus tard, l'homme était toujours là. La présence de ce dernier avait mis Maggie mal à l'aise et elle s'était fait un point d'honneur de le regarder et de s'assurer qu'il la voyait le regarder pour tenter de l'effrayer, lui faire comprendre que « Oh garçon, je t'ai vu, je reconnaîtrai ton visage si jamais tu tentes quoi que ce soit ». Le regard s'était croisé, mais l'homme a continué de la regarder en fumant une cigarette. Maggie a déclaré que ce dernier avait plissé les yeux avec audace et arrogance, un regard qui lui avait fait froid dans le dos. Craignant pour la sécurité de sa fille, Maggie avait attendu que l'homme parte avant de rentrer chez elle. Et c'est après une vingtaine de minutes que l'homme s'était enfin décidé à quitter ce parking, et une vingtaine de minutes correspond à peu près au moment où les gens arrivaient sur place pour aller se baigner. Le lendemain, le 27 juin 2000, Maggie est de nouveau allée avec Molly à l'étang, mais l'homme suspect de la veille n'était visible nulle part. La seule présence alentour était un camion qui déchargeait du sable sur la plage, donc absolument rien d'alarmant, puisque lorsque Maggie a vu le camion de sable, elle s'est rendue compte qu'il s'agissait d'une entreprise locale, donc elle s'est rendue soulagée de pouvoir quitter Molly en sachant qu'elle ne serait pas totalement seule. Mais Maggie n'a depuis malheureusement plus jamais revu sa fille vivante. Sans d'autres suspects, l'enquête policière s'est concentrée sur l'homme que Maggie a vu dans la voiture blanche la veille de la disparition de l'adolescente. Elle a travaillé avec les enquêteurs pour dresser un croquis composite de l'homme et celui-ci a rapidement été rendu public, ainsi que les détails du véhicule du suspect. Un témoin s'est rapidement présenté parce qu'il avait vu une voiture blanche similaire le matin de la disparition de Molly près d'un lave-auto à la base de Comins Pond Road. Le conducteur du camion de sable a également vu une voiture blanche dans le parking de l'étang, quelques instants juste avant l'arrivée de Molly ainsi que de Maggie. Les déclarations ne cessent d'accroître puisque de l'autre côté de l'étang se trouve un cimetière dans lequel un travailleur a également vu une voiture blanche plus tard dans la matinée, sachant qu'un chemin mène du cimetière à la plage de l'étang. John, le père de l'adolescente, a de suite pensé que l'agresseur de Molly s'est garé au cimetière et a ensuite emprunté le chemin jusque la plage. Il pensait que l'homme l'avait emmenée depuis la plage, l'avait forcée à marcher sur le chemin du cimetière, l'avait mise dans sa voiture puis s'en est allé par la route 19. Tout semblait concordant, d'autant que la police a, en plus de ça, appris qu'une personne qui vivait près de l'étang a déclaré avoir entendu un cri au moment où Molly a disparu. Malheureusement, malgré la mise en place de barrages routiers, la recherche dans les bases de données criminelles, ainsi que les descriptions données à la population, la police n'a pas du tout été en mesure d'identifier l'homme dans la voiture blanche. Les enquêteurs n'ont pas non plus trouvé quelqu'un qui pouvait correspondre à la description du suspect. Désespérés de l'avancée de l'enquête, les parents de Molly ont décidé de s'investir davantage de leur côté. La famille Bish voulait faire connaître la photo de leur fille et du suspect au plus grand nombre de personnes possible, alors ils ont créé une énorme chaîne d'emails. Plus de 35 000 personnes ont reçu les photos par email. Un site web a également été consacré à sa recherche et a reçu des milliers de visites. Malheureusement, l'affaire de Molly est restée au point mort et rien de nouveau n'a pu faire avancer l'enquête. Refusant d'abandonner sa fille, Maggie a retrouvé la célèbre artiste de croquis Jeanne Boylan, j'espère que je ne me trompe pas de la prononciation, qui a travaillé en collaboration avec la police dans de célèbres affaires criminelles. Jeanne a accepté de rencontrer Maggie dans l'espoir de produire un dessin plus précis de l'homme qui était situé dans la voiture blanche. Après 9 longues heures de dessin, le croquis de l'homme ressemblait de plus en plus à ce dont Maggie se souvenait. Mais bien qu'impressionnée par sa précision étrange de l'homme, Maggie sentait toujours qu'il manquait quelque chose. Et ce quelque chose était la cigarette que l'homme tenait. Jeanne, cette artiste, est donc restée debout tard cette nuit-là, utilisant sa propre main comme modèle pour créer l'image de la main tenant la cigarette. Elle l'a ensuite ajoutée au dessin, devenant alors la touche finale qui a tout mis en évidence. Le lendemain matin, Jeanne a montré le dessin mis à jour à Maggie, et lorsque la femme l'a vu,
elle a ressenti, selon elle, une peur instantanée. Elle a dit que ça ressemblait exactement à l'homme qu'elle a vu, et elle a immédiatement ressenti un nouvel espoir que ce croquis puisse aider à retrouver celui qui a enlevé sa fille. La famille Bish a toujours pris très à cœur la tragédie qui leur est arrivée et ont très vite transformé leur cauchemar en une défense acharnée de la sécurité des enfants. John et Maggie sont vraiment des personnes admirables qui ont fondé la fondation Molly Bish, qui a travaillé à la sensibilisation concernant la sécurité des enfants et aux enlèvements. La fondation a contribué à avoir des empreintes digitales et des photos de milliers d'enfants. Leur combat s'est évidemment étendu bien au-delà du cas de Molly pour aider à empêcher un enfant de devenir un jour une victime. Le couple explique qu'ils éduquent les gens et leur donnent des outils pour qu'ils soient plus méfiants et plus prudents face à l'adversité. Malheureusement, pour leur fille, rien n'a avancé malgré le temps qui passait et il aura fallu attendre un peu plus de 2 ans après sa disparition pour avoir enfin quelque chose de nouveau. Et malheureusement, ce n'est pas du tout le genre de nouvelles auxquelles ses parents attendaient. Un chasseur avait repéré un maillot de bain bleu dans les bois sur Whiskey Hill, à environ 7 km de Commons Pond en novembre 2002. Le maillot de bain correspondait à celui que Molly portait. Toutefois, à cet instant, le chasseur croyait, à tort, qu'elle portait un maillot de bain orange lorsqu'elle a disparu et a donc décidé de laisser là. C'est environ à la mi-mai 2003 qu'il a mentionné sa découverte à un autre homme qui s'est rendu compte que c'était peut-être bien le maillot de bain de la jeune fille disparue. L'homme a directement contacté les autorités et le chasseur a ensuite conduit la police au maillot de bain toujours présent sur place. Les enquêteurs ont directement mis en place une recherche intensive dans la région de Whiskey Hill qui a commencé le 3 juin 2003 et il n'a pas fallu longtemps aux chercheurs pour mettre fin à la recherche de l'adolescente disparue. En effet, sur place, ils ont trouvé plus de 20 os humains sur une colline boisée qui était isolée à environ 150 mètres de l'endroit où le maillot de bain avait été retrouvé. Le 9 juin 2003, les restes ont malheureusement été identifiés comme étant ceux de Molly grâce à l'ADN et au dossier dentaire. Le jour de ce qui aurait été son 20e anniversaire, le 2 août 2003, la jeune adolescente a enfin pu être enterrée dignement, mettant fin alors à tout espoir de la retrouver un jour vivante. Une cause de décès n'a malheureusement pas pu être déterminée, mais les enquêteurs ont jugé le décès comme un homicide, c'était quasiment sûr et certain. Les policiers pensent que Molly a été assassinée puis enterrée dans une tombe peu profonde et que des animaux ont plus tard dispersé ses restes. Une fin tragique pour cette adolescente âgée de 16 ans au moment des faits. Au fil des ans, plusieurs personnes suspectes ont été identifiées dans cette affaire. En 2009, un homme du nom de Rodney Stenger a fait l'objet d'une enquête concernant la disparition de Molly. Rodney, un résident de Floride reconnu coupable de meurtre de sa petite amie, vivait à Southbridge, à quelques kilomètres de la ville de Warren, depuis plus de 20 ans. Il a également vécu à quelques pâtés de maison de l'endroit où Molly a suivi ses cours de certification de sauveteuse, et donc plusieurs choses pouvaient éventuellement le relier à l'adolescente. D'autant que l'homme a déménagé en Floride à peine 1 an après la disparition de l'adolescente, le rendant encore plus suspect que ce qu'il n'était déjà. Lorsque Rodney avait été arrêté pour la suspicion du meurtre de sa petite amie, Crystal Morrison, la police l'avait également interrogé dans le cadre du meurtre survenu en 1993 de Holly Pirenen. L'homme était connu pour pêcher près de l'étang et pour chasser dans la zone boisée où les restes de Molly ont été retrouvés. Il avait une voiture blanche similaire à celle vue par des témoins et correspondait également au croquis composite du suspect. Cependant, pour une raison inconnue, Rodney Stenger n'a jamais été inculpé dans le cas de Molly, donc on imagine évidemment que, selon les policiers, l'homme n'a rien à voir finalement avec l'adolescente. En juin 2021, les enquêteurs ont identifié un nouveau suspect dans cette affaire, un certain Francis Frank Sumner Sr. Au fil des ans, ils avaient reçu plusieurs tips à son sujet, dont celle d'un informateur qui comprenait des informations claires et persuasives qui le reliaient au meurtre de Molly Bish. Toutefois, à ce jour en 2023, le public ne sait pas ce qui le lie exactement à l'affaire.
Francis Sumner est un homme avec un casier judiciaire de plus de 20 pages et avait été reconnu coupable de viol ainsi que d'enlèvement aggravé en 1981, donc potentiellement, il pouvait lui aussi avoir un lien avec Molly. La victime pour laquelle il avait été condamné était une jeune femme qui était venue à son atelier de réparation pour faire réparer sa voiture. L'homme lui avait demandé de venir dans un appartement voisin où il l'a attaqué, violé, séquestré, étouffé avant de lui faire des menaces de mort. L'homme a été remis en liberté conditionnelle en 1998, 2 ans seulement avant la disparition de Molly. À cette époque, Francis dirigeait plusieurs ateliers de réparation proches de l'endroit où Molly avait disparu, et en plus de ça, il ressemblait également à l'esquisse composite du suspect, d'autant qu'il fumait avec sa main gauche, ce que le suspect faisait également. Francis avait en plus de ça accès à une voiture blanche durant cette période, étant donné qu'un client en avait laissé une dans son atelier de réparation peu de temps avant la disparition de l'adolescente. Malheureusement, pas de chance, puisque le 4 mai 2016, Francis est décédé à l'âge de 71 ans, sans jamais être interrogé concernant le meurtre de l'adolescente. Au moment de son décès, il faisait face à plusieurs accusations criminelles, notamment le fait de ne pas s'inscrire en tant que délinquant sexuel, de prolifération de menaces, de conduite désordonnée ainsi que de harcèlement. Toutefois, en juin 2022, puisque les policiers ne lâchent rien, l'ADN du fils de Francis a été comparé aux preuves ADN dans l'affaire de Molly. Bien que les résultats n'aient absolument rien donné, les enquêteurs le considèrent toujours comme un suspect et ont déclaré que d'autres tests devaient être effectués pour l'exclure totalement de la liste des suspects. Aujourd'hui, le tueur de Molly n'a toujours pas été appréhendé, mais l'affaire reste ouverte et active. Une récompense de 100 000 $ est offerte pour toute information conduisant à une arrestation et on espère évidemment qu'un jour cette affaire sera enfin résolue et que l'homme pourra être derrière les barreaux si, pour le coup, ce n'est pas Francis qui est déjà décédé depuis 2016. Pour le moment, la liste des suspects ne s'est toujours pas agrandie et peut-être qu'au fur et à mesure, ils vont se réintéresser à Rodney ou trouver quelqu'un d'autre, une autre personne d'intérêt dans cette affaire, mais pour le moment, tout semble être au point mort. En tout cas, j'espère personnellement que l'homme qui s'en est pris à cette adolescente n'est toujours pas mort et qu'il sera retrouvé avant que cela n'arrive pour que celui-ci puisse enfin payer de ses crimes. N'hésitez pas en tout cas, vous, à me dire dans les commentaires de ce que vous pensez de cette affaire, si vous pensez que la police devrait un petit peu plus s'intéresser au cas de Rodney, ou si vous pensez que Francis semble être le coupable idéal et qu'il faudrait continuer de creuser sur cette piste, malgré le fait que cet homme soit décédé depuis l'année 2016. Avec les avancées technologiques, on a toujours espoir que ce genre d'affaires puisse enfin être résolu, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à la famille des victimes pour qu'elles puissent enfin clôturer définitivement ce genre d'affaires qui doit continuer de peser dans leur quotidien. Sur ces belles paroles, j'espère que cette affaire vous aura tout de même intrigué malgré que ce soit une affaire toujours irrésolue à ce jour, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous de m'avoir écouté, ciao.